Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Tailgate, votre émission 100% NFL des équipes de The Free Agents. On est mardi matin si vous nous écoutez le matin ou mardi dans la journée si vous nous écoutez dans la journée. Et on est là pour débriefer de cette journée, de cette 6e journée déjà. On est à un tiers du championnat de NFL. Alors, pour parler de cette journée de championnat qui est quasiment complète, parce que vous avez l'habitude, on enregistre ce lundi soir, donc on n'a pas le résultat du Monday Night Football, mais il s'est passé beaucoup de choses, et pour en parler, j'ai un vainqueur. Depuis jeudi, il est sur la promenade des Anglais à moitié à poil, c'est Seb. Salut Seb, comment ça va ? Salut Yaya, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et oui, vainqueur, on va en profiter un petit peu en plus, semaine longue de repos. Ça me fait 10 jours pour profiter de la victoire avant qu'on se fasse poutrer par Kansas City ce week-end. Mais c'est pas grave puisque Kansas City poutre tout le monde de toute façon et qu'ils finissent toujours par gagner. Et sinon, il s'en est passé des choses pendant cette 6e journée. On a plein de choses à dire et notamment notamment une défaite d'une ampleur qu'on n'attendait pas. Ah, tu spoiles déjà. Allez. Non, je tease, monsieur. Je ne spoil pas. C'est vrai. C'est un joli teasing. Avec nous également, celui qui est un des rivales de division de Kansas City. On attend qu'il les poutre, justement, qu'il les fasse sortir du trône. Mais non, et il prend toujours des flags. Hein, on ne dira pas pourquoi, comment. C'est Vincent. Salut Vincent, comment ça va ? Salut à tous, bonjour. Effectivement, on se prend des flags. Je pense qu'on va trop vite avec nos chevaux sauvages là. On va trop vite. On essaie de sauter les obstacles et bon ben voilà, forcément ça va un petit peu trop vite. Si je peux revenir, Seb, un petit motif pour toi d'espoir pour le week-end prochain. Kansas City n'a pas gagné ce week-end. Bon, ils n'ont pas joué, mais ils n'ont pas gagné non plus. Voilà. Et oui, c'est vrai, c'était bye week. On conformera où on peut. Allez, avant de commencer, on va juste vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, interagir avec nous sur le Discord. Donc, n'hésitez pas, c'est toujours avec un grand plaisir qu'on discute avec vous. Un petit salut amical à pas mal de monde, notamment deux copains à nous qui interagissent souvent avec nous, qui étaient à Londres. C'est Jaco et Mehdi qui étaient à Londres. Donc, qui nous ont fait des petites dédicaces, donc c'était bien cool. Donc, et on va en reparler. Également, on va souhaiter un bon anniversaire à Kachou, à notre copine Kachou, dont c'est l'anniversaire dans la semaine. Elle m'avait dit de ne pas lui souhaiter, mais on lui souhaite quand même. Messieurs, on va commencer tout de suite par le premier match. Mais justement, Seb, bon, les Niners qui battent les Seahawks. Est-ce que c'est une victoire rassurante pour tes Niners ? Ah, on t'entend plus. Seb. Bon, on va commencer par toi, Vincent. Ah oui, c'est mieux comme ça. Vas-y. Oui. Bon, Vincent, t'enchaînes ? Oui, alors je voulais juste attendre que Seb puisse parler au cas où, mais Seb, on t'a re-entendu à un moment donné. Je vais lui couper la chic, je vais le calmer tout de suite, effectivement. On a eu effectivement une très très belle victoire des 49ers. Alors une belle victoire, ce n'est pas une victoire d'ampleur, mais c'est une victoire contre un rival de division. C'est une victoire qui arrive après un certain moment dans la saison où ils ont eu quand même pas mal de soucis, où il y a eu un début de saison très poussif de leur part, et c'est une victoire qu'il fallait surtout prendre. En fait, c'est surtout ça la chose. C'est-à-dire que c'était une victoire qu'il fallait prendre. Il fallait ce match. Ça devenait nécessaire dans une division où les Seahawks dominaient pour le moment cette division en étant partis avec un superbe 3-0. Bon, là, ils se retrouvent à 3-3, donc 3 défaites d'affilée maintenant. Ça retombe un peu du côté des Seahawks, mais du côté des Niners, c'est beaucoup plus alléchant. Le jeu a été beaucoup plus varié. Je pense que Sébastien allait en parler et va en parler juste après. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié moi chez ces Niners là, c'est déjà d'aller gagner ce match
À Seattle, on sait que le fameux 12e homme là-bas, il est très chaud, très fort. Dans un duel de division, c'est d'autant plus compliqué. Mais surtout, ils ont su user et abuser du jeu de course. Et ça, c'est quelque chose qui est à noter. On a un Isaac Guerrero qui est à 99 yards à la course, Jordan Mason qui a 73 yards à la course. Bref, vraiment des belles choses. Tout ça pour un total de courses, de yards en cours de 228 yards contre seulement 52 tout petits yards pour les Seahawks. La défense des Niners a su s'imposer dans un endroit et l'attaque a su s'imposer dans ce même endroit. Et ça, c'est quand même beau à voir. Seb? Non, je suis assez d'accord avec cette analyse. Victoire rassurante. Il faut le dire un petit peu vite. Il faut quand même pas oublier que une fois de plus, San Francisco a failli laisser échapper une grosse avance, une avance de plus de 10 points, parce qu'ils étaient en avance 23-3 en troisième quart-temps. Ils ont encaissé successivement une relance de kick-off pour un touchdown de 97 yards et ensuite un gros drive de 13 jeux et 97 yards également pour se retrouver 23-17. Si le scénario catastrophe s'était réalisé, ça aurait été la troisième fois cette saison et ça commence quand même à devenir un sujet du côté de la baie. Ce qui est rassurant par certains aspects, c'est que malgré les blessures, l'attaque a réussi à être performante. Il ne faut pas oublier que Jordan Mason est sorti en cours de match. Il réalisait déjà une très belle performance avec 73 yards dans 9 courses. Et donc, Isaac Guerrero, en effet, qui a su prendre le relais avec 99 yards. Ça prouve qu'il y a de la profondeur sur ce banc de San Francisco. Et ce n'est pas rien avec les blessures qui s'enchaînent et qui frappent ce club successivement. Du côté de Seattle, ils ont complètement perdu la bataille physique et notamment au sol. Ils ont perdu trop de ballons. Geno Smith lance 2 interceptions. Il y a également un fumble par Laviska Cachano Jr. En fait, ce club, ce dont il aurait besoin pour se maintenir, c'est que ses joueurs clés offrent encore plus que ce qu'ils n'offrent. Et moi, je pense en particulier à Geno Smith ou à DK Metcalf. Metcalf, il faut quand même rappeler qu'il avait perdu 2 fumbles lors des 2 matchs précédents et que là, sur ce match, il a aussi perdu certaines batailles physiques. Pour Seattle, il doit se rendre à Atlanta avant de recevoir Buffalo et les Rams avant leur bye week. Ça va pas être si facile que ça parce que on l'a dit quand on a parlé des clubs invaincus en semaine 3, leur bilan de 3-0 était peut-être en trompe-l'œil. Mon cher Vince, est-ce que pour toi, ça y est, du coup, les Niners sont en route pour enchaîner un nouveau titre de division et est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de la gueule de bois d'après Super Bowl? Parce qu'on sait qu'une fois que tu as perdu au Super Bowl, l'année suivante, les premiers matchs, c'est compliqué. Oui, c'est vrai que pour se remettre en route, c'est toujours un peu compliqué. Et puis là, il faut pas oublier non plus quand même l'enchaînement des blessures qu'ils ont eu. C'est pas un début de saison vraiment parfait pour les Niners d'un point de vue même blessure et uniquement blessure. Après, d'un point de vue résultat, bon, ils sont à 3-3, rien de dramatique, mais c'est vrai que ça reste un peu poussif pour le moment. Maintenant, dire qu'ils ont remporté la division, ou qu'en tout cas qu'ils sont bien partis pour la remporter, je pense qu'ils ont l'effectif de toute manière pour la remporter cette division. Mais ça, c'était même au début de la saison. Je pense qu'il y avait beaucoup qui pensaient comme moi. Maintenant qu'ils sont arrivés à redresser justement la barre et à reprendre un peu le devant sur les Seahawks, puisqu'ils sont à 3-3 eux aussi maintenant, je pense que effectivement, ça devrait être, si tout va bien, ça devrait être normalement pas une autoroute, mais en tout cas une route plus ou moins pavée. Maintenant, je veux juste revenir un petit peu sur ce que disait Seb, parce que Seb, il a son œil très du supporter en fait, donc forcément il est aussi un petit peu biaisé par sa vision du match et il a eu certainement très peur de cette remontée des Seahawks et on peut le comprendre. Maintenant, il faut bien revenir sur le match et l'analyser et voir qu'au final, ces Seahawks,
Ils ont eu un temps de possession supérieur. Les Niners ont eu un temps de possession supérieur aux Seahawks, donc ils ont quand même géré le match. Ils ont eu des pénalités bien moindres, puisqu'il n'y a eu que 5 pénalités pour Niners contre 9 pour les Seahawks. Et puis surtout, moi, ce que je note, 0 sac subi par Brock Purdy sur tout le match contre des Seahawks à domicile qui sont quand même réputés pour être assez costauds là-dessus. 2 interceptions lancées par les Seahawks, aucune par les Niners, et 1 fumble par les Seahawks, aucun par les Niners. C'est quand même des stats qui sont très fortes. Il n'y a pas eu vraiment de turnover du côté des San Francisco 49ers, et ça, c'est quelque chose sur lequel les entraîneurs peuvent forcément s'appuyer en termes de morale, de progression, de constance et de suite dans la saison. Je pense que même dans leur plan de jeu, c'est quelque chose, en fait, quand tu es entraîneur, que tu vois des chiffres comme ça, bah, tu es forcément content. Après, oui, je suis d'accord, il y a ce fameux retour qui fait un peu tâche, le retour des Seahawks et le retour pour t'aider, mais à part ça, sinon c'est parfait. C'est un match vraiment pour moi maîtrisé, à part ce petit retour, ce petit flottement qu'il y a eu, mais sinon c'était quand même assez maîtrisé. Ok. Seb, des choses à rajouter? Non, rien à rajouter avec à l'analyse de Vince, qui effectivement a raison de souligner que j'ai mon œil de fan critique, bien sûr, sur mon club, et qu'il faut sans doute le dédramatiser. Allez, tiens, pour dédramatiser d'ailleurs, un petit record égalé lors de ce match par Nick Bosa, 14 pressures enregistrés sur Geno Smith, et il égale le record établi par Nick Bosa en 2022, qui avait également fait 14 pressures sur les Rams. Donc c'est dire, on savait que sur la ligne offensive de Seattle, ça allait être compliqué. On l'avait déjà vu contre Détroit la semaine dernière aussi, où Geno Smith a beaucoup couru pour sa vie au cours de ce match. Je vais prêcher pour ma paroisse, mais quand les Seahawks ont reçu les Broncos, alors certes, il y a eu victoire des Seahawks, mais quand même, les Broncos les avaient amenés vers 2 safety en une mi-temps. Donc, ça veut quand même dire que cette ligne, elle ne tient pas non plus énormément. Et effectivement, il y a un problème sur la ligne offensive des Seahawks. Justement, on va enchaîner avec les Seahawks. Rapidement, les garçons. Bon, c'est la fin de l'illusion. Il est minuit. Le carrosse se retransforme en citrouille et c'est fini pour les Seahawks cette saison. Bah, je sais pas, fini peut-être pas. En tout cas, les espoirs de grosses saisons qu'on pouvait avoir à 3-0, je pense qu'il y avait vraiment que les fans ardus de Seattle qui pouvaient vraiment imaginer avoir une saison glorieuse. Moi, j'imaginais une saison un peu mitigée pour les Seahawks, une saison encore un peu de transition. Alors, je sais que c'est jamais vraiment facile parce que tu vises les premiers tours de playoff, t'es pas sûr d'y aller, et puis en même temps, t'as pas un bon choix de draft. Bon, voilà. Mais moi, je pense qu'ils seront à peu près à l'équilibre. Je l'imagine en tout cas. Il y a quand même un effectif d'assez bonne qualité. Moi, voilà, comme l'a dit Seb tout à l'heure, ce qui me fait un peu peur, c'est cette ligne offensive. Ok, Seb. Je vais tirer à peu près le même bilan que Vince. Moi, une fois de plus, je le redis, j'étais quand même très circonspect sur cette série de 3 victoires sans défaite en début de saison. Ça va être compliqué également au regard du niveau des autres équipes de la NFC de faire son trou pour les playoffs, parce que pour le moment, on a la NFC Nord qui prend quand même beaucoup de place dans cette course aux playoffs, puisque les 4 équipes sont en bilan positif. Et donc, du coup, on est loin, mais très loin d'être sûr qu'il y ait plus d'une équipe qui sorte de la NFC West. Il y aura peut-être qu'un seul élu, et ce sera le champion de division. Et pour Seattle, peut-être bien que cette perspective s'envole si elle a jamais existé, puisque, comme je l'ai dit, il y a ce calendrier un petit peu périlleux qui arrive jusqu'à leur bye week, et après il va falloir qu'ils aillent à San Francisco, il va falloir aller aux New York Jets, il va falloir recevoir les Packers et les Vikings. Il y a une fin de saison qui est pas facile pour eux. Ouais, ok, ça marche. Écoute, on parlait d'une équipe qui était à 3-0, on va parler de 2 autres équipes maintenant où c'était un peu un shutout, tout pour l'attaque, j'ai envie de dire. On va en discuter. C'est les Bucks qui se sont déplacés du côté de New Orleans et qui ont écrasé, j'ai envie de dire,
New Orleans, 51 pour Tampa Bay, 27 pour la Nouvelle-Orléans. Les gars, est-ce que c'est pas quand même si c'est tout pour l'attaque, c'est pas un score en trompe-l'œil? Je dirais plutôt qu'on a assisté à du chaos sur un terrain de football. On a quand même une équipe de Tampa qui a mené 17-0 pour se retrouver mené 27-24 à la mi-temps et puis finalement l'emporter sur le score absolument démentiel de 51-27. Une attaque de Tampa impitoyable avec 594 total yards et 8,3 yards de gain par jeu et 8 minutes de temps de possession de plus, mais qui a dû malgré tout attendre de marquer 27 points d'affilée et sans aucune réponse en face pour pouvoir l'emporter. C'est quand même la preuve que ce club est capable, alors j'allais dire du meilleur comme du pire au cours d'un même match, mais ça serait un petit peu trop fort, mais est capable de connaître des hauts et des bas assez spectaculaires au sein d'une même rencontre. Tu vois une manque de maîtrise? Peut-être, c'est très difficile de les lire, je trouve. Enfin, si on doit le prendre à l'aune de cette rencontre, il y a quand même des points d'inquiétude et ils deviennent un petit peu compliqués à lire, nos amis des Buccaneers. Hein. Et on sait que la bataille pour la NFC Sud au sommet, elle va être rude pour tout plein de raisons, mais pour le moment, bien malin qui pourra dire qui l'emportera. Justement, on parlait de ça. Est-ce que du coup, pour toi, Vince, les Buccaneers ont sorti les Saints de la course à la division? Alors, c'est encore beaucoup trop tôt, là, encore vraiment beaucoup trop tôt pour moi par rapport en plus à cette NFC West de tout à l'heure. On a quand même encore beaucoup de temps à voir. J'irai pas jusque-là. Maintenant, excuse-moi, c'est plus dans le sens où ça marque les esprits quand même. Quand un rival de division vient gagner chez toi. Oui, c'est surtout qu'il t'en plante plus de 50 pions. Donc ouais, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Et il te pète quasiment ton meilleur receveur d'entrée de jeu, quoi. Oui, non, mais je suis complètement là, d'accord. On va quand même le dire. La blessure de Chris Olave, enfin la commotion, c'est un peu limite quand même, ce qui s'est passé. Oh bah je ne comprends même pas comment le flag n'a pas pu être sorti. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment pas compris sur cette séquence, pardon. Il y a eu une grosse faute, un casque contre casque flagrant, et bon, ben voilà, c'est comme ça. Maintenant, effectivement, Chris Olave qui en plus va manquer aux Saints. Alors justement, j'allais venir là-dessus, c'est que oui, potentiellement, en fait, la grosse différence qui a été faite, c'est que là maintenant, les Bucks sont à 4-2, les Saints sont à 2-4. Ouais. Et en plus de ça, les Saints sont toujours pas leur quarterback, on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra. Derek Carr, il faut pas oublier que c'était leur rookie qui a starté hier, en la personne de Spencer Rattler. Voilà, je sais qu'on va en parler après, mais ça n'excuse pas tout. C'est-à-dire que Alvin Kamara en jeu au sol, par exemple, n'a quasiment pas été productif, avec seulement 40 yards en 13 portées, donc avec une moyenne un peu tout juste supérieure à 3 yards. Donc ça fait vraiment assez peu. Voilà, après, un fumble perdu, 2 interceptions lancées, 5 sacs. Alors je sais que effectivement le rookie bouge pas autant que Derek Carr, mais quand même 5 sacs, ça fait beaucoup. Et une conversion de 3e down très très faible, puisqu'ils sont seulement à 30%. C'est vraiment pas assez suffisant, surtout dans un duel de division comme ça. Attention, effectivement, le match, on dit score en trompe-l'œil, mais en fait, est-ce que c'est pas justement le score en trompe-l'œil en faveur des Saints, parce que ils ont réussi à marquer 27 points en un quart-temps, mais à part ça, c'est le seul quart-temps où ils ont marqué, quoi, dans le deuxième quart-temps. Sinon, ils ont 0 premier, 0 troisième, 0 quatrième. Donc, ouais, c'est une boucherie. Hier, c'était une boucherie, clairement, sur le stade. Tout pour l'offense. Et les Tampa Bay Buccaneers, effectivement, qui sont un petit peu difficiles à lire parce que, bon, c'est pas trop ce qu'ils valent vraiment, comme l'a dit Seb.
toi, Seb, sur la division, tu penses que du coup, les Saints ils sortent de la course et que ça va finir en duel Falcons-Buccaneers? Ouais, on se dirige vers un duel Falcons-Buccaneers. Après, je suis abondé dans le sens de Vincent, c'est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions, même si effectivement il y a certaines circonstances qui plaident pas en faveur des Saints. Chris Olave qui va être indisponible pour on ne sait pas combien de temps, Derek Carr pareil, tu te retrouves avec un quarterback rookie qui a fait plutôt un bon début de rencontre, hein, parce que si ma mémoire est bonne, je crois qu'il complète 10 de ses 13 premières passes. Excusez-moi, je retrouve. Voilà, il complète, c'est ça, 10 de ses 13 premières passes. Et puis, il y a un moment où Todd Bowles s'est dit, moi, j'en ai quand même marre de voir un rookie défoncer ma défense antiaérienne. Il a resserré les boulons, en particulier sur le pass rush. Et puis, en deuxième mi-temps, il fait un 11 sur 23 et je crois qu'il lance 2 interceptions, si ma mémoire est bonne. Donc, tu as quand même un avenir qui est assez incertain pour eux, là où tout semblait pourtant commencer très très fort pour ce club. Est-ce qu'ils sauront s'adapter? Est-ce qu'ils ont les moyens de s'adapter? Ça, c'est une autre question. Je pense que leur sort, il dépend en grande partie de la disponibilité de leur titulaire. Le fait que, Vincent en a parlé, le fait que le jeu au sol n'ait pas réussi à être sur la table n'a pas aidé Spencer Rattler. Alors Spencer Rattler, pour info, il avait été suivi dans une série de lycéens, de quarterbacks lycéens. Et du coup, il avait une grosse hype à la sortie du lycée. Il arrive à Oklahoma avec une grosse hype. Il était titulaire direct à Oklahoma. Il a été transféré également. Et contre toute attente, il se retrouve drafté au 5e tour et il arrive par des circonstances un peu particulières d'arriver à un poste. Alors, il n'est pas titulaire aujourd'hui à part entière, mais en tout cas, il starte un match en NFL. Vous, les gars, comment vous avez vu ce match, toi, Vince, avec ton œil? Alors son match à lui, il a été. En fait, il faut pas oublier. Donc effectivement, comme je l'ai dit, son premier quart-temps et il marque 0 point. Mais il faut pas oublier. Pour moi, ce fait de jeu sur Olave, il est quand même très très fort parce que non seulement il y a un gros choc, Olave sort. Ça aurait mérité pénalité pour moi. Enfin, on peut en parler, on peut débattre, il n'y a pas de souci. Fumble. Il remonte la balle, pick 6. Enfin, pas pick 6, mais fumble 6. Donc, ça change toute la dynamique du match à ce moment-là. C'est le début du match, gros coup sur les Saints. Ils arrivent à remonter derrière, et là où les Tampa Bay ont été forts, c'est que justement, ils ont su, à la mi-temps, remettre les verrous, comme l'a dit Seb, resserrer le pass rush et arriver à perturber ce quarterback qui, au final, au début, comme l'a dit Seb, il était vraiment tranquille, il était dans sa poche, il a très bien distribué. Moi, je l'ai trouvé très serein pour un quarterback rookie. J'ai trouvé qu'il dégageait quand même quelque chose d'assez fort. Est-ce que c'était le fait de savoir qu'il y avait quand même Derek Carr derrière lui, alors qu'il est certes blessé, mais qui pouvait l'aider, qui le coachait? Je sais pas. En tout cas, il se passait quelque chose je trouve, de très serein de sa part, qu'on ne voyait pas spécialement chez les rookies comme ça débuter dans diverses équipes. Voilà, en plus de ça, il n'a vraiment pas pu profiter d'un jeu au sol très appuyé, comme je l'ai dit. Et ça, quand tu es QB et que tu n'as pas de jeu au sol, c'est quand même très compliqué de mettre en place ton jeu aérien. Ok. Est-ce qu'on peut dire que Todd Bowles a outcoaché Allen? Qui n'outcoach pas Dennis Allen dans ce type de circonstances? Non, il a profité de l'opportunité qui lui était donnée. Il aurait eu tort. Quand tu as un rookie en face de toi, tu essaies de lui mettre la pression de toutes les façons que tu peux parce que ce que tu veux, c'est le faire déjouer. Par principe, il n'a pas l'expérience NFL sur laquelle s'appuyer pour affronter ça. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et au final, Spencer Rattler, au bout du compte, il te rend quoi? Il te rend une feuille de stats de rookie, en fait. 22 sur 40, 243 yards, un touchdown, 2 interceptions.
il y a des rookies qui ont fait bien mieux lors de leur premier match, il y en a qui ont fait bien pire. Si après, il faut se demander s'il est l'avenir de la franchise, peut-être, mais je pense que Allen aurait préféré ne pas avoir à le starter cette saison. Notre ami Flav, que l'on salue au passage, avait annoncé qu'il serait titulaire avant la fin de la saison. Il avait raison. Mais je pense pas qu'il imaginait que ce serait sur une blessure de Derek Carr. Ah bah, Derek Carr, ça fait bien longtemps qu'il n'a pas fait une saison complète. Oui, certes, il porte les stigmates de nombreuses années sur les terrains de NFL aussi, le garçon. Donc, Et puis dans la baie d'Auckland, les Pirates ont laissé passer du matelot en face. Hein. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est fou en plus parce que ce match-là, les Buccaneers sont partis très très tôt de la Floride pour justement éviter l'ouragan. Ils sont partis, je crois, en tout début de semaine dernière. Je Voilà, crois qu'ils sont partis mardi, ouais. Donc ils sont partis pour éviter l'ouragan et tout ça. Donc ma foi, ils se sont bien acclimatés au sol de la Louisiane et voilà, ils ont réussi leur coup. Après, encore une fois, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est ces 51 points, je crois, donc si je ne me trompe pas. 51 points encaissés dans un duel de division à domicile, ça pique quand même un peu, quoi. Est-ce que la place de Allen est en jeu? Est-ce qu'elle n'était pas déjà au début de la saison? Ouais, mais là, poser la question. Ça va vraiment dépendre. Si l'équipe doit continuer à chuter, ça va dépendre jusqu'à quelle profondeur. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Après, il faut voir ce qui est sauvable dans cette équipe. Comme on l'a dit tout à l'heure, la saison elle est loin d'être finie. Maintenant, si dans 2-3 weeks, il se passe rien. Le prochain match, jeudi, contre les Broncos, en Sunday Night Football, ça va être quand même très, très, très important pour Allen. Attention. Ok. Est-ce que justement cette équipe ne paye pas le fait de ne pas faire de reconstruction? C'est-à-dire qu'ils essayent toujours de vivre sur quelques joueurs qu'ils ont eu pendant des années, un groupe. Je pense notamment à Camara et que Camara a masqué la misère pendant très longtemps, ce qui fait qu'ils étaient un peu dans la course au playoff, mais pas tant que ça, et que depuis le départ de Drew Brees, c'est un peu compliqué, quoi. C'est vrai qu'on a l'impression de pas vraiment voir. C'est pas un club qui ferait des all-in et on n'a pas vraiment l'impression de voir de véritables politiques de reconstruction, même lors de la draft. Ils comptent quelques besoins. Ils sont loin de drafter n'importe comment les Saints, mais on va dire ils draftent raisonnable, mais en effet ils donnent l'impression de ne pas voir plus loin que la saison à venir. Je sais pas si je m'exprime correctement. Mais ce qu'il y a, c'est que je pense que justement avec cette politique, le souci ce serait que pour reconstruire, faudrait tout casser, c'est-à-dire limite foutre tout le monde dehors pour repartir sur des bases saines, mais ça veut dire avoir 2-3 saisons qui vont être particulièrement pénibles. Et je sais pas si le club et son public est prêt à vivre ça. Faut pas oublier que cette saison, le Super Bowl se joue à New Orleans. Et donc forcément, c'est des saisons un peu particulières quand le Super Bowl se joue chez toi. Tu as toujours envie d'essayer. Après, oui, cette équipe, elle est pas staffée pour aller disputer un Super Bowl, on est bien d'accord. Maintenant, là où je rejoins un peu, c'est que en fait, c'est un peu entre deux eaux. Maintenant, il y a des équipes qui ont tout lâché, tous leurs assets, tous leurs meilleurs joueurs, et qui pour autant ne se reconstruisent pas spécialement. Je ne citerai pas de nom pour ne pas attirer les foudres de certains, mais il y en a un peu de partout aux quatre coins des États-Unis. Donc bon, voilà, c'est toujours un risque quand tu fais ça. Ils ont essayé de rebâtir avec un peu d'anciens. Voilà, est-ce que chez Houston ça a marché de tout casser et de tout refaire? Ça marche pas tout le temps. Ok.
Les Bah, Browns peuvent en parler, par exemple. Ça fait pas mal de temps que les Browns. ah non, mais là, si on parle des dysfonctionnels, là, c'est un cas pathologique. Je suis désolé, j'ai pas réussi à ne pas citer cette équipe. Pardon. Allez, ben justement, on va parler des rivaux de division des Browns. C'est les Ravens qui accueillaient les Commanders. Là, les Commanders, ça y est, ils peuvent plus se cacher. Ils sont candidats au titre en AFC. Ah oui, complètement. Vas-y, Vince, je t'en prie. Allez, il me laisse la parole sur ce superbe match. Alors, oui, les Commanders, alors, en plus, on parlait de reconstruction. Les Commanders, on peut en parler. Quel draft ils ont eu avec ce Jaden Daniel, qui est quand même fantastique et qui, malgré la défaite d'hier, a encore fait un match plein, complet. Je sais même pas comment on peut qualifier son match tellement. On a pour moi, le meilleur compliment, c'est qu'on dirait que c'est pas un rookie, quoi. Donc, franchement, bravo. Je sais pas si c'est cet entraîneur-là, si c'est cette équipe, comment ça se passe. Ça me fait beaucoup penser à Stroud de l'année dernière avec des similitudes en termes d'impact sur le jeu, mais pas du tout les mêmes similitudes en termes de jeu, par contre, propre. C'est-à-dire que Jaden Daniel va être beaucoup plus sur un QB qui va pouvoir courir, qui va pouvoir se déplacer beaucoup plus, alors que CJ Stroud, c'était plus sur de la vision de jeu et sur de la passe longue. Donc, c'est vraiment des visions de jeu très différentes, et ça, c'est assez marrant à voir, ces deux QB-là qui, pour moi, vont être le futur de la ligue. Si ça continue comme ça, j'espère que ça va continuer pour les deux-là, mais ça peut être vraiment de deux très très beaux prospects à suivre pour les années à venir. Maintenant, revenons sur le match en lui-même. On va parler de la course des Commanders qui, pour moi, a pêché fortement, très fortement, puisque le meilleur coureur des Commanders, ce n'est rien d'autre que Jaden Daniels, leur QB. C'est pas là le problème, justement, Mais si, c'est ce que je voulais dire, c'est que le deuxième coureur, c'est Austin Ekeler, qui est fini avec 21 yards seulement en 9 portées, donc moins de 3 yards par portée, 2,33 exactement. Ça fait vraiment, vraiment faible. Tout ça pour un total de rushing yards de 52. Voilà, c'est vraiment, vraiment pas assez. C'est dommage parce qu'en attaque, en offense, en attaque aérienne, ils ont été très très bons. Moi, j'ai noté une ligne offensive aussi qui tenait vraiment pas mal, même si il y a eu effectivement 3 sacs, mais sinon la ligne a quand même pas mal tenu. Et après, les Ravens, il faut en parler aussi parce que on parle beaucoup de la défaite de Washington. Enfin, je parle beaucoup de la défaite de Washington, pardon. Mais avant une défaite de Washington, c'est surtout une victoire des Ravens avec un superbe duo encore d'Eric Henry et Lamar Jackson qui a fait des misères à tout le monde hier et qui, à mon avis, va commencer vraiment à trouver comment jouer, quand jouer avec Derrick Henry, quand jouer à la passe. Là, le coach, il est en train vraiment de trouver ça. Harbaugh, il va en train de se régaler là-dessus et je pense que là-dessus, ça va être très très fort. Je suis très impatient de voir qui va pouvoir les arrêter quand les deux sont dans cette forme-là. Seb, justement, pour parler un peu des Ravens, est-ce que c'est pas une victoire à l'expérience face à des genoux qui un peu tendres encore? C'est la victoire d'une équipe qui, depuis 2 semaines, a trouvé son rythme et qui joue au niveau que l'on attend d'elle. On a parlé du jeu au sol. Il ne faut pas oublier que le jeu aérien des Ravens cartonne également. Lamar Jackson a lancé 323 yards et c'est quand même pas rien d'avoir un QB qui lance 323 yards dans un match où ton jeu au sol en rapporte, lui, 176. Cette attaque, c'est quasiment... Tu peux choisir ton poison. Si tu n'écrases pas au sol, ils vont te pulvériser à la passe. J'en veux pour exemple Zay Flowers, dont la ligne de stats est de 9 réceptions et 123 yards. Ces stats-là, il les réalise... 132 yards, pardon. Il les réalise sur la première mi-temps. Lors de la deuxième mi-temps, il est absolument invisible. Et pourtant... l'attaque de Baltimore a continué à rouler, à avancer. Et quant à la défense, alors, sur moi, je trouve qu'il y a eu un très beau travail de la ligne défensive, du front seven
des Ravens. D'une part, sur ces 3 sacs que Vince a évoqués plus haut, mais surtout, ils ont réussi à couper les lignes de course, justement, que Jayden Daniels aurait pu emprunter, et ils ont limité le jeu au sol à 2,9 yards par jeu, par tentative. Et ça, c'est quand même pas rien. On a une équipe qu'on attend parmi les prétendants de la saison. Je parle de Baltimore, évidemment. Et ils ont joué comme tel. Ok. Pour vous, les gars, est-ce que pour Washington, la marche n'est pas un peu trop haute et justement, c'est un peu l'exemple à suivre les Ravens s'ils veulent performer? En fait, la marche est trop haute ou pas, je ne sais pas, mais quels sont les objectifs réels de Washington cette saison? C'est ça qu'il faut se poser, en fait, c'est cette question-là qu'il faut voir. Pour moi, la question, elle était vraiment déjà d'asseoir ce nouveau QB-là, et en 6 matchs, c'est quasiment déjà fait. Donc c'est une belle réussite. Maintenant, reste à voir un peu comment ça va se monter tout ça. Mais pour moi, l'objectif, il n'est pas cette saison, il est dans les années à venir. Un peu comme, encore une fois, je reprends l'exemple de Houston l'année dernière. Houston, l'année dernière, ils ont fait arriver CJ Stroud. CJ Stroud s'est assis. Il a pris l'équipe à son aise et il a fait venir, en fait, cette année, ils ont recruté parce qu'il y avait CJ Stroud. Mais l'année prochaine, les Commanders risquent de recruter parce qu'il y a Jayden Daniels. Et c'est pas anodin du tout. Ça veut dire qu'il va y avoir des stars qui vont avoir envie de revenir dans cette franchise. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est que là, ce QB-là, cette équipe, on va dire, parce que c'est pas que le QB, mais ce coach, c'est ce QB et cette équipe actuelle, ils sont en train de remettre Washington sur la place football américain, sur la place NFL. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très important parce que ça fait très, très, très longtemps qu'on n'avait pas vu Washington dans une place comme ça. La dernière fois qu'on avait parlé autant de Washington, c'est quand ils avaient perdu leur nom des Redskins. Donc, c'est dire. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi que Washington, ils ont une division assez réputée, assez forte, même s'il y a les Giants qui sont vraiment pas très 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 bons, hein, ça on est d'accord Yaya, mais sinon derrière il y a quand même les Cowboys et les Eagles qui sont habitués depuis de nombreuses années à faire les playoffs, donc ça va être quelque chose quand même qu'il va falloir aussi prendre en compte. Cette division est quand même relativement élevée et aller gagner tous ces matchs-là, ça va être un peu compliqué, donc ça va être ça la prochaine étape, ça va être remporter des matchs de division pour pouvoir se placer dans cette division-là. Elle est dense, mais pas élevée cette saison. Non. On en reparlera certainement jeudi dans le podcast de jeudi. Il y a pas mal de déceptions dans cette division. Tu en as cité quelques-unes. Voilà, donc on va en reparler. Après, pour en revenir aux Giants, c'était une pique qui était gratuite, hein, donc que je ne relèverai même pas. Mais après c'est dommage, votre QB, il aurait été bon si son prénom c'était son nom, quoi. Sinon, c'était pas mal. Ouais, mais je sais. Il en reste sans voix, c'est beau. Mais c'est pas grave, Tu sais quoi, Flav, il aurait été fier de celle-là. Oui, certes. Alors, je vais juste te dire un truc. Tu t'aurais mis n'importe quel QB avant cette saison, parce que cette saison, ils ont renforcé la ligne un peu mieux, c'est un peu mieux. Tu mettais t'aurais mis Tom Brady au pic de sa forme, il aurait été nul avec les Giants. Donc voilà, donc ça servait à rien. Les auditeurs, on est désolé, on a lancé Yaya sur les Giants. J'aurais jamais dû faire ça. Ouais. Vincent, ça me surprend de ta part. Tu vois que tu tombes encore dans ce panneau. Faut pas faire ça. Alors, on va partir dans un tunnel de 7 minutes là sur pourquoi ça performe pas, etc., etc. Ils n'avaient pas le choix de le payer 160 millions pour 4 ans. Bref. 80 millions sur 2 ans, s'il te plaît. Ça sera toujours moins que les 135 de Derek Carr pour payer par la sécurité sociale, qu'il n'y a pas. Donc voilà. Allez, on continue. Juste une chose, les gars, on est d'accord pour dire que là, Derek Henry, il est parti pour être MVP. Même s'il n'y a pas de MVP, il sera Offensive Player of the Year s'il continue comme ça. Moi, ça me semble bien parti pour. MVP, je vais te dire non, parce que il a le handicap de ne pas être quarterback. Attends, donc... quand il était chez les Titans, il lançait des touchdowns, hein.
Alors, donc je reprends ce que je disais. Donc, il n'est pas quarterback. Donc, malheureusement, le titre du MVP lui est fermé à cause de ça. Mais Offensive Player of the Year, c'est envisageable. Oui, fortement. Pour tous ceux qui n'ont pas la référence, si Sébastien dit ça, c'est parce que je pense que si Derrick Henry prend le titre de MVP cette année, il dépose une plainte à la NFL pourquoi Christian McCaffrey ne l'a pas eu l'année dernière. Hein. Donc attention. Non, pas du tout. Non, pas du tout, rien à voir. C'est malheureusement la triste réalité, c'est que quand tu n'es pas quarterback, tes chances d'être élu MVP diminuent quand même drastiquement. Alors, je n'ai pas la liste sous les yeux, mais je pense que le dernier non QB à avoir été élu Most Valuable Player, ça doit remonter à un bail. Hein. C'est pas Peterson ça peut-être. Ouais, oui, Adrian Peterson, ça nous fait quoi? Ça nous fait 15 ans, ça? Ouais, à peu près. Peut-être pas autant, mais oui, effectivement. Après, là, blague à part, je suis entièrement d'accord avec Sébastien, malheureusement. Alors, la chance pour le moment, c'est qu'il n'y a pas un QB, pour moi, qui perce, qui est vraiment au-dessus du lot. Voilà. Pour moi, il n'y en a pas un qui est vraiment stratosphérique depuis le début de l'année. Donc voilà, à voir. Après, attention, on est qu'au tiers de la saison. On sait qu'on élit les MVP sur toute la saison, sur la saison entière. Maintenant, les performances de décembre sont souvent très très scrutées parce que c'est souvent des matchs qui comptent beaucoup et on regarde beaucoup quand il y a la pression. Donc voilà, on va attendre un peu. Ouais, mais MVP, en tout cas pour Derrick Henry, ce n'est pas une hérésie que de le dire, en tout cas, pour répondre à ta question, mon cher Yaya. Numéro 1 en portée, numéro 1 en nombre de yards, numéro 1 en nombre de touchdowns, enfin voilà quoi. C'est juste pour dire que... Alors effectivement, Yannick, tu avais raison. Le dernier non-quarterback MVP, c'est Adrian Peterson. Ça remonte à 2012. Et auparavant, ça avait été LaDainian Tomlinson en 2006. Ça nous fait 2 en 18 ans. Tomlinson aussi, ouais, ok. Ouais. Bon. Donc, wait and see. Et je crois qu'il y a eu un seul défenseur de toute l'histoire. C'était Lawrence Taylor. Alors ça, c'est fort possible. Il faudrait vraiment que je remonte loin dans la liste. Oui, c'est Lawrence Taylor en 86. Et même pas l'unanimité parce qu'il y avait, le Chinthorpe Trophy Association qui avait voté pour Phil Simms. Oui. Et c'est vrai que même pour les MVP de Super Bowl, c'est de plus en plus les QB. Donc bon, c'est vrai qu'on met à l'honneur ces postes-là. Je crois quelqu'un de ligne qui sera MVP. C'est-à-dire que c'est Demande la veille si tu veux mon avis. Hein. Non, mais la ligne, c'est purement un travail d'équipe. Donc Ouais. En défense, on sait que je crois que le dernier défenseur, ça doit être Von Miller. Ah oui, Von Miller. J'allais dire Ray Lewis, mais oui, c'est Von Miller. Von Miller. Donc tu vois, ça arrive quand même. Hein. Il y en a quelques-uns. Il y a Ray Lewis, il y a... Ouais. Après, c'était des matchs de fou aussi de leur part. Hein. C'était bon, bref, voilà. On va pas refaire l'histoire. Exactement. Allez, autre match. Alors là, on va peut-être s'attarder un peu. On n'avait pas prévu d'en parler. On pensait pas que ça arriverait. C'est les Cowboys qui ont fait un match sans. Ils ont joué les Cowboys ? Je savais pas. Ils étaient sur le terrain. Bouge pas, on y vient. Dans le stade, ils ont même caché le score sur le Megatron. Et les Lions qui sont imposés 47-9 le jour de l'anniversaire de Jerry Jones. En plus, le propriétaire. Bon, les gars, on s'inquiète du côté de Dallas. 3e défaite de la saison à domicile. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors déjà, on va commencer par souhaiter un joyeux anniversaire à Jerry Jones, 82 ans, un monsieur très important du football. Et donc pour fêter ça, son équipe bien-aimée lui a quand même offert la plus grosse déculottée qu'ils aient encaissée depuis qu'il est propriétaire du club en 1989. Je pense que la fête a dû être moyenne. Ça a surtout été la douche froide parce que Dallas sortait d'une bonne performance face à Pittsburgh la semaine dernière et le match se tenait en premier quart-temps, et ils ont
explosé pendant le deuxième quart-temps et ils vont pas s'en remettre. On a vu des problèmes dans la connexion Prescott-Lamb avec notamment une passe trop courte dans l'embut qui sera interceptée. Un jeu au sol qui a régressé par rapport à la semaine dernière et qui ramasse un misérable 53 yards. Et puis, une défense qui semblait ne pas avoir envie d'être là, des gros problèmes de plaquage et d'efforts en général. Et ce qui est vraiment surprenant, on en parlait hors antenne, Yannick, c'est que les Cowboys qui étaient quasi invincibles à domicile la saison dernière, eh ben, ils sont 0-3 cette saison. Ils sont même 0-4 si on compte le match de playoff perdu la saison dernière. Je pense qu'il faut s'inquiéter pour cette équipe, qui est certes 3-3, qui reste au contact des Eagles, mais qui pour le moment est seulement 3e de sa poule, et en fait seulement à une victoire des Giants, qui sont 4e. Et une victoire aussi de Washington. Et une victoire aussi de Washington. La poule est relativement serrée, et raison de plus pour dire que les places seront chères, parce que, je vais me répéter, mais pour le moment, on a le bloc de la NFC Nord qui risque de prendre de la place quand il faudra désigner les équipes playoffables. Donc, ils ne sont pas à la hauteur des ambitions qui semblaient affichées en début de saison. Si j'avais vraiment l'esprit malicieux, je dirais que c'est un petit peu comme ça chaque saison, mais là, c'est vraiment particulièrement décevant. Leurs résultats sont tellement en dents de scie qu'ils passent d'équipes vraiment dangereuses sur tous les matchs à équipes prenables. Ouais, puis alors juste, tu disais que c'était un peu comme chaque saison. Moi, je trouve que là, il y a une grosse différence, c'est que là, ça arrive très tôt dans l'année quand même, cette méfiance qu'on a, cette défiance qu'on a avec les Cowboys. L'année dernière, je me souviens, on disait, waouh, c'est leur année, ça va rouler, ils étaient trop forts. Tout le monde disait, c'est bon, c'est parti. Eh ben non. Eh ben non, ça s'est écroulé en playoff, mais là, je ne sais même pas s'ils vont la faire, le playoff. Parce que, comme tu dis, il va falloir s'en relever de celle-là. Celle-là, elle pique, elle fait mal à la tête, elle fait mal à l'ego. Dak Prescott a été benché tout le 4e quart-temps. Et puis surtout, comme tu l'as dit, pour aller chercher des places en playoff, il va soit falloir passer devant les Eagles, soit devant les Commanders. C'est pas chose facile. Et en plus de ça, parce que derrière, la NFC North, pour le moment, le 4e de la NFC North, il a 4 victoires de défaite. Hein. Donc, comme tu l'as dit, ça va être une division qui va certainement prendre pas mal de place en NFC pour les playoffs. Donc, ils ont intérêt de vite se bouger. Maintenant, je vais avoir un petit mot pour le coach. Jerry Jones a dit qu'il ne considérait absolument pas à virer McCarthy. Je pense que McCarthy a du souci à se faire. Voilà, ça en général c'est le baiser de la mort chez les Cowboys. Quand Jerry Jones dit j'ai absolument confiance en notre coach, ça veut dire que la lettre de licenciement, il n'y a plus qu'à mettre la date, le coup de tampon et à signer, quoi. Alors les gars, je pense qu'il finira la saison. Jerry Jones ne coupe jamais ses coachs en cours de saison. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai. Alors, petit bémol, le propriétaire des Jets faisait pareil. Oui. Bon. Voilà. Rappelle-nous ce qui s'est passé la semaine dernière aux Jets. J'ai la mémoire qui flanche un peu. Eh bien, Robert Saleh s'est fait couper. Mince. Bref. Alors. Mais il n'y a pas Aaron Rodgers qui, soi-disant, n'est pas du tout coupable et il aurait voulu garder Robert Saleh. Bref, je ferme la parenthèse. Mais est-ce que c'est vraiment un problème Mike McCarthy, c'est pas nouveau, on ne découvre pas. Non, mais là, en fait, on a vraiment l'impression que les Cowboys, comme tu l'as dit, se sont affaiblis. Et se sont affaiblis sur de nombreux points. Alors, on va parler du rushing yard, comme l'a dit Sébastien. On peut parler de la ligne offensive qui a fait leur force pendant des années. Les Cowboys, la ligne, c'était limite même les Cowboys qui ont instauré le fait de dire il nous faut une ligne très forte et on paye les offensive linemen très forts pour justement les avoir et avoir une ligne forte qui est la base du jeu. C'est limite eux qui ont mis ça en place. Hier, on n'a rien vu. Et encore une fois, on parlait du jeu de course. C'est la ligne offensive, elle sert à la protection du QB, mais elle sert aussi à ouvrir des blocs pour la course. Oui. Sans ça, ça ne marche pas. Et ben, ça n'a pas marché. Et ben, quand tu payes
Dak Prescott, quand tu Ah, payes mais ça, on CeeDee peut en Lamb, parler 100 fois. le problème, c'est que enfin, tu fais des choix. Surtout que cette année, c'était soi-disant l'année all-in. Donc, tu ne fais rien, tu ne fais rien. Non, c'est-à-dire que tu as été en attente pendant tout l'été de savoir ce que tu allais faire. Et c'est seulement juste avant le début de saison que tu signes coup sur coup CeeDee Lamb et Dak Prescott. Après, tu n'as plus forcément l'argent. Et sachant qu'en défense, tu as, comment il s'appelle, tu as Micah Parsons qui va falloir payer à un moment ou un autre. Micah Parsons qui a manqué aussi sur ce match depuis qu'il s'est blessé. C'est pas pareil. Tu n'as plus la même pression. Je suis d'accord avec toi, hein, complètement, mais effectivement, après, on peut parler 100 fois de comment ils ont géré leur équipe et comment ils l'ont montée, parce qu'en fait, le problème, il vient aussi de là. Il va falloir à un moment donné qu'ils se posent des questions justement sur, pas forcément le coach, mais aussi le GM, quoi, le manager général. Il n'y a pas de GM, c'est Jerry Jones. Oui, mais voilà, mais au bout d'un moment, il va falloir se poser des questions. Mais c'est lui qui fait l'échec. Hein, Je vais juste finir aussi avec juste un petit truc, parce que bon, je sais pas, Seb, ce que tu en penses, mais effectivement, il y a une grosse défaite des Cowboys, mais il y a aussi une très très grosse victoire des Lions, donc il faut aussi, on va en parler. Mais attention, les Cowboys. Le calendrier, donc là, ils ont un bye week qui arrive à point nommé. Alors, à point nommé, et à la fois, ça fait mal de se reposer pendant 10 jours avec cette défaite-là dans la tête. Quand tu as pris 50 pions à la maison ou pas loin, ça fait mal. Ils renchaînent derrière avec un déplacement chez les Niners, un déplacement chez les Falcons et la réception des Eagles. Les trois là, attention. Attention. Ok. Je suis absolument d'accord avec ça. Ils ont une série de matchs qui les attend, qui va pas forcément les aider. Mais en effet, comme le dit Yaya, on se focalise sur la défaite de Dallas, mais il y a aussi une belle performance offensive de la part de Détroit. Un Détroit qui était un petit peu en doute sur ce point-là depuis le début de la saison. Il ne faut pas oublier que jusqu'ici, ils avaient fait un 5 sur 13 en red zone seulement, et ils marquaient aux alentours de 20 points par match. Là, ils en marquent 47, 486 total yards. Ils ont marqué sur leurs 5 premières possessions en première mi-temps, pardon. Et puis, quelque chose qui est vraiment rassurant, c'est qu'ils ont un certain nombre de joueurs qui ont collecté au moins 52 yards ou plus, 6 joueurs, que ce soit au sol ou à la passe. Donc, ça veut dire qu'on a eu un rôle entre les joueurs et surtout un ballon qui a été très, très bien distribué. Un jeu au sol qui a très bien marché avec David Montgomery à 80 yards et 2 touchdowns et Jahmyr Gibbs qui rajoute 63 yards à l'escarcelle. Et puis, on a vu aussi un joueur prendre un rôle plus important dans cette attaque chez les receveurs. C'est Tim Patrick avec 3 réceptions et 68 yards, notamment 2 qui ont été cruciales, 2 big plays, un de 42 et un de 18 yards. Et ça a permis de soulager Amon-Ra St. Brown, qui marque, certes, mais qui fait une petite journée avec 4 réceptions et 37 yards. Donc non seulement Détroit s'est rassuré en attaque, mais en plus, ils ont retrouvé leur versatilité. Et puis en défense, alors là, il faut quand même en parler. Ils ont quand même payé cette victoire assez cher parce qu'ils perdent Aiden Hutchinson pour la saison sur une blessure au pied qui est horrible à voir. Si vous n'avez... Je croyais que c'était le tibia, fracture tibia. C'est le tibia. Fracture tibia, autant pour moi. La blessure absolument horrible à voir. Si vous ne l'avez pas vu, ne la voyez pas. N'allez pas les voir. Voilà, ça dépend. Disons, ça dépend de votre seuil de tolérance à la douleur et de votre sensibilité. Hein, mais vraiment, si vous êtes rhumatologue, orthopédiste, vous pouvez aller voir, mais sinon. Voilà, sur le plan professionnel, ça peut vous intéresser. Ils ont récupéré Brian Branch, qui a fait beaucoup de bien avec 2 interceptions, mais là, la perte est quand même très très lourde. Ils perdent un énorme volume de jeu dans le pass rush.
il va falloir voir s'ils sont capables de l'absorber et de s'adapter. Moi, je suis désolé, je coupe un tout petit peu, Yaya, 2 secondes. Vas-y. Je te trouve un petit peu dur avec Amon-Ra St. Brown, mon cher Seb, parce qu'effectivement, il fait que 37 yards entre guillemets sur 4 réceptions, mais c'était des tracés assez courts qu'il a eu hier, et surtout 4 réceptions sur 4 fois où il a été targeté. Donc, il nous fait un 100% là-dessus. Je t'ai trouvé un petit peu dur avec. Ah, alors c'est pas ce que je voulais entendre. Moi, je voulais surtout souligner le fait que justement cette répartition du jeu, ça avait permis d'alléger son volume du travail. Et pour moi, c'est pas un mal parce que c'est un joueur dont ils vont avoir besoin tout le long de la saison. Ouais. Donc, si effectivement il y a des matchs comme celui-là où l'attaque peut se reposer sur d'autres joueurs, sur d'autres skills players, ça ne peut lui être que bénéfique pour lui et pour l'attaque de Détroit. C'était absolument pas une critique de son jeu, je me suis mal exprimé. Mais même Sam Laporta ne fait qu'une seule réception aussi hier. C'est vrai que toutes les squads offensives des receveurs a fait quand même du très bon boulot. Juste, on parlait de la blessure de Hutchinson. Vous les voyez faire un trade pour essayer de renforcer? Parce que sinon, ça va être compliqué, quoi. On sait Oui, que... mais Voilà. qui part et qui arrive? Le problème, il est là. C'est qu'actuellement. Est-ce que en te disant ma fenêtre de tir, elle est pas super large, on sait que Minnesota performe, Green Bay et qu'il y a une victoire, enfin, ils ont qu'une défaite de plus. Peut-être s'ils veulent pas passer à côté. Mais la division est dure. Hein. La division est très très dure là. Et tu perds ton meilleur défenseur. Alors, moi, il y a un nom qui me saute au visage. J'ai vu passer des choses aujourd'hui. Est-ce que vous voyez pas aller chercher Crosby, Max Crosby? Alors, il faudrait que je vérifie. Le salary cap va peut-être pas être d'accord. Et puis, je pense aussi qu'il faut éviter les panic moves. Il faut éviter les panic moves, mais vu comme ça fit très bien quand même. Alors, oui, non, mais je te dis pas le contraire. Moi, je pense que il y a beaucoup de monde qui serait très très content. Aussi bien Crosby qui se retrouverait dans une équipe performante que Détroit qui remplace un tackle, un defensive tackle ou un defensive end All Pro par un autre defensive lineman All Pro et superstar. Mais bon, là, c'est un peu du fantasy booking. Je pense surtout qu'il faut d'abord qu'ils évaluent l'état de leur défense après cette perte et puis éviter le panic move. Mais c'est vrai que là, j'ai vu passer des choses autour de Mac Crosby. Bon, ça ressemble plus à des rumeurs pour le moment, certainement des rumeurs consécutives à la blessure d'Aiden Hutchinson. Faut souffler un peu et regarder ce qui peut se présenter. C'est dans le sens où c'est vraiment, enfin, une équipe qui a tout intérêt à chercher des tours de draft et une équipe qui doit aller chercher un asset pour gagner, tu vois, un peu comme à l'époque quand Von Miller est parti de Denver pour aller aux Rams, quoi, tu vois. J'entends ton argument, sauf que c'est les Raiders. Qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière au sujet des Raiders et des tours de draft? Qu'est-ce qu'ils font? Répète après moi, Yaya. Qu'est-ce qu'ils font avec leur tour de draft, les Raiders? De la daube. N'importe quoi. Voilà. Donc, et c'est vrai. En théorie, tu as raison. Las Vegas, ils pourraient très bien monnayer leur superstar contre des tours de draft de Détroit. Détroit qui en a pas forcément besoin actuellement parce qu'ils ont encore un effectif qui est jeune et ils ont encore une fenêtre de tir qui est ouverte, et Las Vegas qui aurait bien besoin d'aller chercher du 109 pour reconstruire. On connaît le mode de fonctionnement des Raiders. Bon, ce serait une autre franchise, je te dirais, ouais, ce serait peut-être faisable. Là, c'est... Bon, ça me paraît être vraiment un petit peu trop de la prospective. Okay, après, comme l'a dit Sébastien, il ne faut surtout pas de panic move. Et puis, il ne faut pas oublier, prochain match, attention, le prochain match, ils vont chez les Vikings. Et alors ça, celui-là, aïe. Bah, surtout que les Vikings, c'était en bye week.
Comme les Lions cette semaine, effectivement. Et donc voilà, sachant Ils que vont être reposés, ils vont. Bon, alors, tiens d'ailleurs, on peut en parler, mais moi je suis pour que une équipe en bye week, la semaine où elle revient à la compétition, rencontre forcément une équipe en bye week aussi. De la semaine précédente. Parce que je trouve qu'il y a une inégalité au niveau du calendrier. On peut en parler autant que vous voulez si vous voulez. Moi, je trouve que c'est très inégalitaire ce mode de fonctionnement. Il y a 4 équipes en bye week chaque week-end. Pourquoi ils ne font pas 2 équipes, 2 matchs contre les 2 équipes en bye week? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Bah écoute, on en reparlera quand on fera le podcast débat sur qu'est-ce qu'il faudrait changer. Voilà. Voilà, bah écoute, tu le notes de côté. Oui, moi je voulais juste dire, c'est que Détroit, il pourrait ne pas faire ce move, mais le problème c'est que dans la division, ça gagne Green Bay. Et là, Chicago performe plus que ce qu'on pensait, et surtout Minnesota qui est invaincu pour l'instant. Ça va pas durer, hein, ils feront pas la saison parfaite, mais voilà, hein, tu perds ton rusher principal, aïe. Ça s'entend, mais je demande à voir. Oui. Ouais, Bon, après, pas forcément sur pas forcément Crosby, mais il faut peut-être. Mais c'est toi qu'on a parlé, hein, de Mason Crosby, Yaya, assez. Ouais, mais si c'est pas Crosby, c'est TJ Watt, il n'y a pas de souci. Oui, c'est sûr. Pittsburgh va laisser partir TJ Watt. Oui, je le vois bien. C'est oui. Tu gères ton équipe de fantasy ou Alors, j'ai pas de fantasy cette année, on en a pas en interne. Avec Bertrand, on était très déçus, on n'a pas réussi à s'organiser. Et de toute façon, pas mal de choses. Et je peux mettre sur le dos d'Arthur. Si tu veux, il est pas là. Ah voilà. Allez, on continue. On va faire un tour rapide sur la ligue. Sur la ligue. Le match de Londres, vous avez pensé quoi? Jacksonville. Bon, on est d'accord, la saison est pliée. Ouais, ça devient compliqué. Hein. Là, ça devient compliqué pour les Jaguars. Alors, on sait que notre fleuve national avait été audacieux en nous disant qu'il pouvait se refaire la santé à Londres. Mais là, 35-16, la sanction est quand même lourde. Et à 1,5, l'accession au playoff, elle me semble quand même compromise. Et c'était 2%. Ouais, voilà, exactement 2%. Et c'était l'objectif affiché par Sadiq Khan, le propriétaire. Alors, les stats de Trevor Lawrence, elles sont pas mauvaises en soi, 23 sur 35, 134 yards de touchdown, mais tu as une physionomie du match qui raconte autre chose. Tu as un premier drive de 8 minutes qui se termine en field goal, et puis après, tu as des drops et des turnovers qui vont vraiment annihiler la progression. Alors, on va dire que je m'acharne, mais une fois de plus, un jeu au sol aux abonnés absents à 68 yards. Tank Bixby qui avait fait une belle perf la semaine dernière, qui plafonne à 24 yards, et Travis Etienne qui sort en cours de match. Il a en défense. Épaule dans la botte à gants. Voilà, j'avais vu que c'était les ischios, donc j'ai peut-être hamstring, mais je croyais que c'était l'épaule avant. Non, hamstring, c'est les ischios, mon petit. Oui, mais j'avais vu avant la première blessure avant, c'était ça. Là, c'est les ischios. D'accord. Sur ce match, c'est les ischios en tout cas. C'est ce qui est officiellement. Il va se lancer dans des cours d'anatomie, il va connaître toutes les blessures. Voilà. Et puis en défense. Idem, un pass rush incapable de mettre la main sur Caleb Williams. À un moment du match, Jacksonville est mené 35-10. Ils avaient blitzé 56 fois et ils avaient mis Williams sous pression seulement 10 fois en 56 blitz. Ils sont 2-10 sur leurs 12 derniers matchs, nos amis de Jacksonville. Et leur dernière victoire, c'est contre Indianapolis et Carolina. Et c'est triste à dire, mais c'est un excellent indicateur de la direction que prend cette franchise. Toujours sur ce match, Vince, Caleb Williams, ça confirme. Ouais, et puis 4 TD, quoi. 4 TD pour un rookie. Alors, les rookies, cette année, ils avaient mis beaucoup de temps à marquer les premiers TD à la passe, parce que je crois que il a fallu attendre la fin de la 3e semaine
J'avais sorti un article là-dessus justement parce que ça avait été quasiment un record. Sur les 3 rookies titulaires de cette année, il y en avait le premier à lancer un TD, ça a été Caleb Williams. Depuis, il s'est bien rattrapé quand même, le bougre. C'est une belle pioche. Il a mis un peu de temps, à la différence de Jaden Daniels d'ailleurs, qui n'avait pas lancé beaucoup de TD à la passe non plus, puisque voilà. Mais attention, c'est à suivre. 23 sur 29 au lancer, c'est quand même très très beau. Une interception là-dedans, malheureusement, mais bon, après ça arrive quand même. 4 TD marqués. Et puis une présence à la course aussi qui est quand même pas négligeable, puisqu'il arrive à faire 56 yards à la course sur 4 portée. Non, c'est vraiment pas mal. Les Bears, moi je les avais mis comme potentielle bonne surprise en début de saison. Je suis content de voir qui sont là et qui répondent présent. C'est une franchise que j'apprécie assez. Je sais pas pourquoi plus que ça, mais je sais pas, elle me fait un petit peu je sais pas, elle me fait, comme si elle me faisait un peu de l'œil chaque fois, et je me dis j'ai envie de les suivre. Je sais pas pourquoi chaque saison, mais voilà. Et là cette année, j'espère que ça va prendre. C'est un peu comme le petit frère là qu'on a envie de voir grandir, et ouais, cette année ça a l'air de marcher, donc tant mieux pour eux. Alors je sais que je vais mettre les rivaux de division contre moi, il va y avoir une levée de bouclier, mais peu importe. En tout cas, moi, ce que je trouve un peu bizarre, alors bon, bizarre ou pas bizarre, peu importe, mais les Jaguars qui vont jouer à Londres, je veux bien. J'aimerais bien savoir quand même ce que ça fait à Jacksonville, de savoir qu'il y a quand même un match contre des rivaux de division qui se joue à Londres, un match de domicile, c'est un peu particulier. Moi, je trouve que ça perd un peu de son charme, surtout dans un duel de division. Ouais. Mais après, ils ont signé un accord avec Londres. Ah oui, un duel de division, money is money. Ouais. Bon, écoute, oui, puis bon, malgré tout, ça reste pas une des franchises les préférées en Europe, hein, mais bon, écoute, c'est comme ça, Ensuite, on continue. Philadelphie qui gagne contre les Browns, 4 points. Je sais que tu as fait un tableau noir, Vince, sur une très belle action. C'est gentil d'en parler, mon Yaya. Je t'en prie, parce que tu fais un sacré boulot. Donc, allez voir sur le site et sur l'appli, télécharger. Vince nous explique une action et décortique une action qui a eu lieu durant ce match. Ouais, j'en ai parlé parce qu'effectivement, c'est une action que quand je jouais et quand j'étais entraîneur, j'adorais la mettre en place. C'est voilà, un bloc sur tracé, c'est toujours très sympa quand ça marche. L'entraîneur est très content. Là, ça a bien marché. Maintenant, pour revenir à la victoire, Nick Sirianni est hyper content. Tant mieux pour lui. Il a insulté les supporters qui demandaient à ce qu'il soit viré. Moi, je trouve que gagner de 4 points contre les Browns, c'est limite une défaite, mais alors j'exagère, je fais exprès. C'est toi qui l'as dit, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Ne vous en faites pas, j'ai fait exprès. Non, bien sûr, c'était un peu du troll. Non, ce que je veux dire, c'est que toute victoire est bonne à prendre. C'est une victoire, il la fallait, elle est là. De toute façon, en point comptable à la fin, c'est une victoire, point. Maintenant, effectivement, le niveau de jeu affiché est pas non plus hyper rassurant pour les Eagles. Voilà, je m'attendais à mieux de leur part cette saison. Pour le moment, c'est pas fifou, comme dirait quelqu'un de ma connaissance. Ouais, justement, en parlant de toi, Seb, le retour de AJ Brown, Devonta Smith, tu penses que ils vont monter en puissance, nos amis des Eagles, faire l'inverse de l'année passée? En tout cas, le retour de AJ Brown et Devonta Smith leur a fait du bien, et j'ai envie de dire heureusement qu'ils étaient là. Oui. Parce qu'effectivement, 4 points d'écart contre Cleveland, qui n'est pas exactement la machine offensive de l'année, c'est quand même un petit peu court. Et AJ Brown, qu'est-ce qu'il peut faire pour eux? Il peut faire beaucoup. La preuve, 6 réceptions, 116 yards et un touchdown. Devonta Smith, 3 réceptions, 64 yards et un touchdown. Néanmoins, je le répète, les Eagles peuvent s'estimer heureux d'avoir joué Cleveland ce dimanche. On peut se réjouir que Jalen Hurts ait retrouvé ses cibles préférées, mais il y a encore des ombres au tableau. Normalement, un gros loupé sur les special teams avec un field goal bloqué. Retourné.
est retourné d'ailleurs, qui n'aide pas à améliorer l'impression visuelle générale du club. Il faut quand même préciser une chose, je pense, une étape importante pour Jalen Hurts, vraiment, c'est 0 turnover sur ce match et quelques touchdowns lancés. Moi, je pense que ça va quand même, 2 touchdowns lancés, ça va quand même le remettre en confiance après des moments qui ont été un petit peu difficiles pour lui. Du côté de la défense, belle satisfaction avec Cooper DeJean qui réalise une interception pour sa première titularisation, et ça, c'était quand même chouette. Oui, et puis il ne faut pas oublier que la défense, au final, n'encaisse que, entre guillemets, 9 points, puisqu'il y a ce fameux punt retourné pour 7 points pour TD. Oui. Donc il ne faut pas oublier qu'elle n'encaisse que 9 points. Moi, j'ai noté aussi, alors, je suis désolé, je me suis pas trop attardé sur ce match hier pendant le Red Zone, mais j'ai quand même noté le Saquon Barkley qui fait pas un superbe match en termes purement statistiques. 18 portées, 47 yards, ça fait 2,6 de moyenne. Je pense que quand Saquon Barkley est arrivé à Philly, les Eagles fans en attendaient un petit peu plus en termes de moyenne de yards. Voilà. Mais t'inquiète pas, il fera un match à 200 yards à la course et 300 à la passe contre les Giants, à l'aller comme au retour. Ah, mais c'est écrit. Hein. C'est écrit. Bon, messieurs, on a fait le tour. On va juste récapituler les scores. Donc, ce jeudi, les Niners ont été gagnés du côté de Seattle. Le match de Londres dans l'après-midi de dimanche, les Jaguars ont été battus 16-35 par Chicago. Les Texans ont été gagnés du côté de New England, les Patriots, avec les premières passes de touchdown et les grands débuts de Drake May. Il y a des choses à voir. On en reparlera, je pense, dans la saison. On en a parlé, Baltimore qui a battu à domicile Washington, les Commanders 30-23. Les Eagles donc qui ont battu les Browns 20-16. Les Packers qui ont fait le boulot contre les Cardinals, ils ont gagné 34-13. Les Buccaneers qui ont été gagnés à New Orleans chez les Saints 51-27. Duel de division, les Titans ont perdu à domicile de 3 points contre les Colts, match important pour la division. Et les Chargers ont été gagnés sur le terrain de tes Broncos, mon cher Vince. Ensuite, les Steelers ont été gagnés à Las Vegas, 32-13. On en a parlé également, les Lions qui ont été écrasés, nos amis des Cowboys, 47-9. Et les Panthers se sont inclinés sur leur terrain face aux Falcons, 38-20. Et dans le Sunday Night Football, les Bengals ont battu 17-7 les Giants. Messieurs, on va maintenant, pour conclure, on va parler de votre MVP de la soirée. Pour vous, qui est votre MVP? Vous battez pas. Alors moi, j'ai une petite hésitation. Entre Derrick Henry, c'est 132 yards en 24 courses et 2 touchdowns, et Caleb Williams et ses 4 touchdowns à la passe, parce qu'il faut bien encourager les petits jeunes qui débutent. Alors moi j'ai une question, est-ce que 4 touchdowns à Chicago, ça ne fait pas penser à Al Bundy de marier 2 enfants qui avait marqué 4 touchdowns? Est-ce qu'il jouait pour les Bears? Non, mais il habitait Chicago. Oh, mais ça compte pas. Voilà. Nitz. Moi, je vais le mettre. Ça va pas vous plaire parce que ça va pas être à une personne. Je vais le mettre à la ligne offensive des Tampa Bay Buccaneers. Voilà. Parce qu'elle a permis quand même au jeu de course des Bucks de prendre un dessus de fou avec 277 yards à la course, et je me plais tout le temps à le dire, mais pour moi, le jeu de course, c'est avant tout la ligne qui le crée. Ok, moi je vais mettre une semaine de plus, une semaine encore,
Derek Henry parce que il est bon. Hein. Ouais, honnêtement, on pensait que à son âge, il baisserait de pied, mais là, en fait, le fait d'arriver là-bas du côté de Baltimore, ça a donné un sacré boost. Juste en conclusion, juste avant de conclure, on a appris une très bonne nouvelle. On a appris dans la soirée que notre Français qui était sur le practice squad, qui s'est fait couper en début d'année, practice squad des Carolina Panthers Junior AO, a signé du côté de Atlanta. On n'en sait pas plus. Il y aura un article qui va sortir dans la journée de ce mardi. Donc n'hésitez pas à les consulter. Mais en tout cas, c'est chouette d'avoir un Français qui, après avoir été sur le practice squad des Vikings l'an passé, est à nouveau dans un roster NFL. Vous en pensez quoi, vous, les gars ? Alors, tout reste à savoir encore ce qu'il y a. Hein. Pour tout vous dire, l'info que l'on a, c'est le compte Instagram du joueur lui-même qui est en train de paraphrer son contrat chez les Falcons. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas quel est le contrat, si c'est du party squad, si c'est potentiellement un petit peu plus, si c'est un petit peu moins, la durée. Mais en tout cas, c'est réjouissant de le savoir dans une équipe, de savoir dans le milieu de la NFL. Et puis, mine de rien, ça fait quand même 3 équipes qui le signent, même si c'est pour faire du party squad. Ça veut dire que le bonhomme, il a quand même un petit peu de qualité. Ouais. Oui, et puis ça veut dire aussi qu'il s'est créé une réputation dans le milieu de la NFL pour comme ça pouvoir signer dans de multiples clubs. J'attends que l'on ait un petit peu plus d'éléments pour pouvoir vraiment prononcer, mais c'est une excellente nouvelle pour lui. Et oui, pour le football américain en France notamment, et effectivement, comme tu l'as dit, la réputation, un club à ce moment-là de la saison ne signera jamais un joueur dont il sait qu'il ne se servira sous aucun prétexte. Donc forcément, c'est plutôt très positif. Ouais, et c'est un joueur formé en France, il me semble, hein, qui a fait ses débuts en France. Contrairement à notre seul Français qui avait foulé les terrains, qui avait appris aux États-Unis. C'est bien ça, oui. Seb, hein. Si on parle de Richard Tarditz, oui, il avait fait ses 4 ans à Georgia. À Georgia, ouais, tout à fait. Mais et quand il arrivait à Georgia, il n'avait jamais joué au football américain, je crois. Non, parce que c'était quasi inexistant en France de toute façon à l'époque, ou du moins le niveau n'était pas celui qu'on pouvait trouver. Il voulait poursuivre ses études aux États-Unis. Le football, pour lui, ça a été une façon de le faire, parce qu'il a obtenu une bourse sur le football. Ouais, exactement, parce qu'il jouait au rugby du côté du Pays Basque, il me semble. À Biarritz, oui. Tout à fait. Eh bien, c'est sur cette très bonne nouvelle que l'on va conclure. Eh bien, écoutez, merci à vous deux pour m'avoir apporté votre expertise et vos lumières sur ce débrief de cette semaine. Pour les auditeurs, on vous souhaite une bonne journée si vous écoutez en journée, une bonne soirée si vous écoutez en soirée, et on vous dit à ce jeudi. Et n'oubliez pas, il y a la NBA qui reprend, les podcasts sont en ligne aussi, vous pouvez enchaîner tout de suite avec N1. Je présente avec Chris cette fois, et bientôt avec Vince et Julien, que vous allez apprendre à connaître. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, et à très vite. Allez, ciao. Ciao, ciao. Ciao, bye.